Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là pour mon premier LFT. Aujourd'hui, nous allons sortir la tête de l'eau après la petite présentation de Hugo et on va laisser nos poumons tranquilles. Par contre, ça sera plus le foie. Donc, je vais vous présenter comment on fait de la bière. Mais avant toute chose, on va parler d'abord de l'origine de la bière. Alors, je vais vous présenter un peu ce qu'on sait, ce que j'ai pu retrouver comme information sur Internet. Vous allez voir, ça peut remonter à très très loin. Dans un premier temps, 4000 ans avant Jésus-Christ, nous avons la première bière qui s'appelle la Chikarou. Elle a été existée en Mésopotamie par les Sumériens. Et en parallèle, il y a eu la Tsiou. C'est une bière qui est faite à base de riz en Chine. Par la suite, dans le 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu la Zitium. C'est une boisson nationale qui était faite et bue par les Égyptiens et les Babyloniens. Ensuite, quelques siècles après, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a eu la cervoise, qu'on consomme toujours actuellement, mais sous une autre forme. La cervoise a été faite par les Romains et aidée par les Gaulois suite à leur aide pour faire les tonneaux en bois pour pouvoir conserver la bière. Ensuite, en 1070, il y a eu la toute première bière avec le houblon. Ça a été fait pendant le Moyen-Âge, suivant les réglementations qui ont été faites dans les monastères. Et ensuite, il y a la bière moderne. C'est la bière qu'on consomme depuis 1860. La première bière a été inventée, qui était une bière blonde dans la ville de Pilsen en Allemagne. Mais alors, dans tout ça, il existe énormément de styles de bière. Il y en a au moins une cinquantaine. Et je ne pense pas que vous les connaissez, mais moi non plus d'ailleurs. Il y en a énormément, mais on peut essayer de distinguer un peu deux catégories. Ici, nous avons les ales, et à droite, nous avons les lagers. La différence des deux bières, en fait, c'est la fermentation qui va être différente. Pour les ales, c'est la fermentation haute. En fait, on va mettre des levures dans la bière sous une température différente qui va de 18 à 25 degrés pour la fermentation. Et pour les lagers, ça va être une fermentation basse qui va être sur une fermentation de 10 à 15 degrés. Donc la différence qui va être faite sur les deux catégories, c'est que les ales vont avoir un peu moins de gaz, mais par contre, elles seront plus goûtues, alors que les lagers, ça sera l'inverse, ça sera moins de goût, mais alors plus de gaz. Mais en réalité, il y a trois catégories. Celle-là, elle est rarement connue, ça s'appelle l'alambic. L'alambic, en fait, c'est une fermentation spontanée qui existe depuis le Moyen-Âge, parce qu'à l'époque, on ne maîtrisait pas du tout les fermentations. Et en fait, on n'ajoute pas du tout de levure dans notre bière. En fait, on la laisse exposer à l'air libre avec des levures sauvages. C'est ce qui va donner le goût acide. On va volontairement infecter notre mou. Mais alors, du coup, comment on peut définir un style de bière? Eh bien, en fait, on a deux paramètres. La première est la couleur. Donc, on a une échelle qui est de 0 à 100, qui est également aussi pour l'amertume. C'est ce qui va définir le style de couleur. Donc, au plus on est proche du 0, au plus la bière va être claire, au plus on est 100, au plus ça va être foncé. Pour l'amertume, ça va être un peu similaire, ça sera de plus doux au plus amer. Pour rentrer un petit peu en détail, voilà une petite présentation de différentes robes de bière. Donc, ça peut être du plus clair. Donc, là, ça serait une blanche, après une blonde, ça serait une IPA, ensuite ça serait une crick et après ça serait une stew. Et ce qui va définir cette couleur, ça sera notre diagramme de BC. Le BC, en fait, c'est une norme qui a été définie en Europe qui va définir différents styles de bière en fonction de la couleur. Donc là, je vous ai mis globalement les bières assez connues pour vous identifier un petit peu par rapport à ça. On peut voir qu'une Weissbier, c'est une blanche qui va être entre 4 et 8, alors que les IPA vont être plus dans du 13 et 26. Tandis que les stews, elles sont vraiment foncées, ça peut aller jusqu'à 100. Qu'est-ce qui va faire cette couleur? Ça va être le choix du malt. Le malt, je vais l'expliquer par la suite, et en fait, ça va être torréfié, et suivant le taux d'apport de malt qu'on va mettre dans notre mou, ça va influencer sur la couleur. Et ensuite, nous avons le deuxième paramètre, c'est l'IBU, c'est l'amertume. L'amertume est faite à base complètement, c'est fait que sur le houblon. L'amertume va être influencée en fonction de la quantité de houblon qu'on va mettre dans notre bière. Ensuite, en fonction du houblon, donc du coup la quantité et le choix de la variété, on va regarder l'acide alpha. L'acide alpha, c'est le paramètre qui va rendre le côté amer de cette plante. Et ensuite, ce qui va vraiment influencer, ça va être sur la durée d'ébullition. En moyenne, pour faire une bière, il faut à peu près 1 heure de cuisson. Au plus on va mettre de houblon et au plus le temps sera long, au plus la bière sera amère.
Mais du coup, pour faire une bière, il nous faut 4 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est nécessairement de l'eau. L'eau va apporter la qualité et le goût de notre bière. Ensuite, nous avons le malt. Le malt, c'est ce qui va apporter la couleur et le corps de notre bière. Puis ensuite, nous avons le houblon qui va apporter l'amertume. Et pour finir, on aura besoin de la levure qui va générer l'alcool et les bulles. Pour rentrer un petit peu en détail, comment on va choisir son eau? En fait, il y a plusieurs possibilités de choisir son eau. La première, c'est choisir l'eau minérale en bouteille. Alors, je ne recommande pas trop parce que c'est très volumineux. J'ai essayé une première fois pour faire à peu près 30 litres de bière. Il faut 60 litres d'eau. Alors, quand on arrive pendant le confinement avec 60 litres d'eau, les gens croient qu'on part à la guerre. C'est vraiment compliqué. Mais c'est surtout pas très écologique parce qu'il y a beaucoup de plastique. Sinon, il y a l'eau du robinet. Et oui, on a l'eau à portée de main. Pourquoi pas utiliser l'eau qu'on a à portée de main? Je vais expliquer tout ça par la suite, mais il y a une troisième possibilité, c'est l'eau naturelle. On peut récupérer l'eau de pluie, l'eau de mer, mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut la traiter. Les Allemands ont créé une machine qui permet de filtrer l'eau de pluie pour pouvoir l'utiliser pour du brassage. Ensuite, ce qu'on va regarder, ça va être le profil d'eau. Alors, le premier profil qu'on va regarder, ça va être le pH. Il doit être entre 5,5 et 5,9. C'est ce qui va aider en fait les enzymes qui va dégrader l'amidon du céréal. Et ensuite, on a plusieurs paramètres. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon, ça sera vraiment compliqué. Je vais juste lister vraiment que le profil nécessaire. Donc, le premier élément, ça va être la carbonate. C'est l'équilibre et l'acidité naturelle du malt. Ensuite, nous avons le chlorure. C'est ce qui va renforcer le côté maltais. Ça va relever un peu le goût et la couleur de notre bière. Le magnésium, c'est ce qui va apporter la rondeur en bouche. Le calcium, ça va améliorer la clarté et le goût de la stabilité. C'est ce qui va permettre d'avoir un goût assez stable. Le sulfate, qui est assez important, c'est ce qui va jouer sur l'amertume du houblon. Donc, au plus on aura de sulfate, au plus ça va favoriser l'amertume, d'où les IPA ont un taux de sulfate très élevé. Et ensuite, nous avons le sodium, qui va contribuer le corps à la bière, c'est-à-dire la couleur et la douceur. Comment on va voir si notre eau est potentiellement utilisable? Eh bien, il y a un site qui s'appelle Mon eau de brassage, on va renseigner toutes nos informations de notre commune, de notre ville, et ensuite on va arriver à avoir un tableau avec tous les éléments nécessaires. Et l'avantage, c'est qu'ils vont nous permettre de nous corriger notre profil d'eau. Et du coup, si on regarde bien, on va choisir l'eau de notre robinet. Mais l'eau de robinet, elle est pure. C'est-à-dire qu'elle est à un pH de 7. Mais quand on veut brasser, l'idéal, ça serait entre 5,5 et 5,9. Et comment on va faire pour baisser l'alcaline? Eh bien, c'est simple, on va rajouter de l'acidité. Qui dit acidité, dit rajouter du jus de citron. En moyenne, pour faire un brassage à peu près de 30 litres, il faut rajouter un demi-citron. Ou alors, on a la possibilité de faire un substitut, de rajouter du malt un peu plus acide. Et ensuite, si on constate qu'on a trop baissé notre pH, l'avantage, c'est qu'on peut l'augmenter en équilibrant avec du bicarbonate de soude. Ensuite, le malt, qu'est-ce que c'est? Eh ben, le malt, en réalité, c'est un céréal qui est transformé. Alors, on peut utiliser tout type de céréales pour brasser. Il y a de l'orge, de l'épeautre, de l'avoine, du sec, du blé. On peut aller sur du riz et du maïs. Notamment, le maïs est utilisé pour les bières mexicaines et le riz dans les bières un peu asiatiques. Globalement, toutes les bières ont au moins 60% d'orge. Pourquoi l'orge? Parce qu'en fait, c'est une plante qui est rustique et qui est très facile à cultiver. C'est un rendement qui est vraiment très important et beaucoup de volume. Sa germination est très facile. Je vais expliquer cette étape-là par la suite. Ensuite, il y a le taux d'amidon qui est vraiment important. C'est ce qu'on recherche dans le céréal. Et ensuite, l'orge se conserve très bien. Et c'est beaucoup plus... Comment expliquer ça? C'est un céréal qui a des propriétés qui met vraiment en valeur la bière par rapport à d'autres céréales. Donc le malt, en fait, c'est une transformation de notre céréale. Et comment on le transforme? Eh bien, c'est simple. Quand on va récupérer notre céréale dans le champ, ça sera stocké dans un silo. Et suite à ça, il y a plusieurs étapes de transformation. La première, ça sera un trempage des graines.
on va la laisser germer pendant plusieurs jours. Et une fois qu'on a réussi à avoir la germination, qui va permettre de pouvoir avoir plus d'amidon, on va torréfier et il y aura plusieurs étapes de torréfication, excusez-moi, pour avoir la couleur choisie. Et ensuite, ce malt pourra être utilisé pour brasser. Ensuite, nous allons parler du houblon. Le houblon fait partie de la même famille que le cannabis. Mais bon, rassurez-vous, il n'y a pas de THC dedans. Ce houblon pousse comme des vignes, c'est des plantes grimpantes. On les met en ligne, ça permet de faciliter la récolte. Ça pousse généralement dans les pays un peu... le houblon pelé, c'est une transformation du houblon en cône qui a été mis en granule. L'avantage, c'est que ça garde le même taux d'amertume, mais en contrepartie, enfin, c'est pas une contrepartie, au contraire, c'est moins volumineux parce que pour faire 100 grammes de pelé, ça prend beaucoup moins de place que du cône, donc pour le stockage, c'est beaucoup plus facile. Et le dernier ingrédient, ça va être la levure. Donc là, j'ai choisi une levure assez classique, c'est une golden. Ça permet de faire des bières telles que les choufles. Quand on ouvre le sachet, ça ressemble à ça. Mais si on zoome, ça ressemble à ça. C'est des petits champignons qui ont deux rôles qui sont vraiment importants et essentiels pour la bière. Le premier, ça sera de transformer le sucre en alcool, qui sera dégorgé depuis le malt. Et ensuite, le bulle. Eh bien, pour commencer, il va nous falloir du matériel. Alors, d'un premier temps, je vous recommande les kits. Pour commencer, pour un premier brassage, ça ne sert à rien d'acheter du gros matériel parce que c'est un investissement, c'est très, très cher et très volumineux. Alors qu'il y a des kits qui sont très bien pour commencer. Ça tourne aux alentours à peu près de 40 € et il y a tout l'équipement. Il faut juste avoir une cocotte minute et une cuillère. Ensuite, si on veut aller un peu plus loin pour corriger notre pH, il y a la possibilité d'acheter un pH mètre et des tests en papier. Et ensuite, on a des densimètres et les réfractomètres, excusez-moi. Les densimètres sont fournis dans les kits et l'avantage, c'est de mesurer la densité. La densité, ça va être le sucre qui va être dégorgé des sucres durant la cuisson. C'est ce qui va faire l'alcool à la fin. Et ensuite, le matériel optionnel, donc c'est si on veut aller un peu plus loin, on veut investir, on veut faire du plus gros volume, on peut acheter une cuve de brassage. Alors celle qui est à gauche, c'est celle que j'ai, c'est une Brew Monk de 30 litres. Donc on peut faire un volume, je ne recommande pas 30 litres parce qu'après ça peut vite déborder, mais je recommande entre 23 et 27 litres. Ensuite, on a des fermenteurs, donc ça remplace le seau, c'est un peu plus hygiénique, c'est plus facile à nettoyer, mais c'est beaucoup plus volumineux et assez contraignant à nettoyer. Et ensuite, il y a une étape qui est vraiment importante, c'est pour la levure. Vu qu'on en a parlé tout à l'heure, elle survit à une certaine température, au-delà de 23 degrés pour la fermentation haute, par exemple, la levure va mourir. Donc du coup, après une ébullition à 100 degrés, il va falloir vite redescendre la température. Donc on a le choix. Bon, j'en ai présenté deux, il y en a plusieurs différentes techniques. Il y a le refroidisseur à plaque que j'ai pas cité, mais il y a le refroidisseur à serpentin qui permet de faire passer de l'eau en spirale dans le mou. C'est ce qui va permettre de refroidir directement son mou. Et il y a le refroidisseur contre-courant, c'est celui que j'ai choisi. En fait, on passe de l'eau en spirale de haut en bas et on va passer le mou en spirale de bas en haut. Et en fait, il va y avoir un échange thermique, c'est-à-dire que l'eau va ressortir chaude, qui était fraîche à l'entrée, et en sortie de la bière, elle va être fraîche. Donc du coup, en 10 minutes, j'arrive à refroidir à 20 degrés 30 litres. Et bien donc, on a tout le matériel, il n'y a plus qu'à regarder les recettes. Alors, il y a deux possibilités. Soit on peut prendre des livres, et, elles sont assez complètes. Moi, j'ai le premier livre, donc si jamais vous voulez le consulter, je l'ai apporté, il est sur mon bureau. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'explications sur toutes les étapes, sur le choix du malt, sur le choix du houblon et des levures. Il est vraiment très complet. Et les deux suivants, je les ai pas, j'ai pu les consulter et ils sont vraiment super intéressants. Sinon, il y a la possibilité d'aller sur Internet. Donc, les deux premiers sites, Beersmith et Beer Receipts,
C'est 2 sites qui sont en anglais. Alors, il y a une grosse communauté, il y a énormément de recettes, mais l'inconvénient, c'est on n'a pas la même unité de volume. Par exemple, eux sont en ose et nous, on est en grammes. Donc, il va falloir à chaque fois faire des conversions. C'est pas le plus adapté, mais c'est faisable. Ensuite, on a un forum qui est Brassage Amateur. Alors, il y a une grosse communauté, il y a beaucoup d'informations, mais vu que c'est un forum, pour retrouver nos informations, c'est vraiment assez compliqué. Et le dernier site que je propose, c'est Littlebuck. C'est un site qui est français, qui a une grosse communauté et on trouve énormément de recettes. Donc, du coup, je vais vous le présenter. Donc, quand on arrive sur le site, on a ce menu. Une fois qu'on arrive là, on peut cliquer sur parcourir les recettes. Et ici, on a toutes les recettes qui sont disponibles, qui sont soit faites par Littlebuck, soit alors par la communauté. Ensuite, nous avons une deuxième section, c'est notre tableau de bord. Le premier permet de regrouper toutes les recettes qu'on a sélectionnées, qu'on a mis en favori ou qu'on a pu créer. Et ensuite, on peut gérer tous nos brassins. Ça permet de contrôler, voir qu'est-ce qui ne va pas et pour la prochaine fois, essayer de s'améliorer. Et ensuite, on a toutes nos fermentations. Ça permet de faire des prises de température et vérifier que tout se passe bien. Ensuite, on a l'onglet des recettes. Ça permet de lister toutes nos recettes et quand on clique, on peut avoir toutes les informations de notre recette. Je n'ai pas tout mis, mais il y a vraiment tous les détails de la recette, telle qu'une recette sur Marmiton. Ensuite, l'avantage de ce site, c'est qu'on peut gérer tous nos stocks. Et grâce à ça, une fois qu'on a fait pas mal de brassage, on voit qu'il nous reste pas mal de matériel et qui vont bientôt passer à expiration, qui vont être périmés. On peut essayer de créer, pourquoi pas, des recettes avec ce qui nous reste. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir des nouvelles saveurs. Donc là, j'ai mis des exemples de stockage de céréales et de levure. Et un dernier élément qui est vraiment important, c'est qu'il y a un calendrier qu'on peut le mettre sur notre Google Agenda qui permet d'avoir des notifications quand on doit mettre en bouteille notre fermentation qui a été terminée et avoir des reminders qui permettent de notifier quand on doit contrôler la température. Et grâce à ça, on peut également faire sa recette. Et donc, du coup, je vous ai fait une recette spécialement pour vous. Donc, je vais vous expliquer comment on l'a fait. Donc, quand on va créer sa recette, on va choisir un style. Donc, pour l'exemple que tout le monde connaît, ça va être une Wizz Beer. Notamment, ça va être les bières un peu comme au Garden. Une fois que j'ai sélectionné mon profil, eh ben, on va constater que on va voir des seuils min et max pour la densité, la couleur, l'amertume et l'alcool. Et donc, du coup, pour l'instant, rien n'est rempli. Maintenant, je vais insérer quelques céréales. Donc, j'ai fait le choix de prendre un petit peu de malt Pilsen c'est de l'orge, qui est très peu coloré, d'où les blanches qui sont très peu colorées. Et j'ai rajouté un petit peu de malt de blé et ensuite des flocons de froment. C'est ce qui va rendre un peu le côté trouble de la bière. Et on peut constater que l'amertume est à 0, étant donné que je n'ai pas mis de houblon. Ensuite, je vais rajouter le houblon. Alors, j'ai choisi de Uhlenmollen. C'est un houblon qui est sorti il y a quelques années et qui est allemand. Et du coup, j'ai voulu tester, voir ce que ça donnait. Apparemment, il y a un arrière-goût de melon. Donc, quand elle sera terminée, ça ne sera pas pour aujourd'hui, mais il y aura peut-être une dégustation par la suite. Et ensuite, je vais rajouter un paquet de levure pour faire le travail de l'alcool. Et voilà, notre bière est terminée. Et maintenant, on va pouvoir brasser. Donc, je vais expliquer les différentes étapes du brassage. La première étape, c'est le concassage. En fait, on va récupérer notre céréale qui a été germée, donc du coup, c'est du malt, et on va essayer de le concasser pour favoriser l'extraction du sucre de céréales. La deuxième étape, ça va être le brassage, d'où le rôle du nom du brasseur. C'est le rôle qui est vraiment important. Il faut brasser régulièrement son mou. Le mou, c'est la transformation de l'infusion du céréal qui sera infusée dans l'eau. C'est vraiment important. C'est là où on va vraiment dégorger tout le sucre nécessaire pour notre bière pour pouvoir générer de l'alcool et du goût. Ensuite, nous allons filtrer ça. Donc, le reste de mou, on va l'extraire de notre solution, donc le mou. Et ça s'appelle une drèche. La drèche, certains brasseurs le réutilisent pour nourrir des animaux et peut également aussi faire de la farine. Donc, on peut le retransformer en pâte. Ça ne sera jamais perdu.
Ensuite, nous avons une étape qui est très importante, c'est l'ébullition. Donc, généralement, les temps de cuisson, c'est à peu près 1 heure. L'ébullition, c'est 100 degrés. C'est à ce moment-là qu'on va rajouter notre houblon. Donc, il y a différents paliers, différentes étapes. Suivant la recette qu'on a choisie ou qu'on a créée, on ajoute à différents moments un certain volume de houblon pour pouvoir avoir l'amertume choisie. Et c'est également ici qu'on va essayer d'ajouter tous nos arômes, tels que par exemple de la purée de mangue, si on veut une bière à la mangue, ou alors si on veut mettre du thé, si on veut mettre tout type d'arômes. La seconde étape, c'est le refroidissement du mou. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, si on met la levure qui est directement dans notre moule qui est à 100 degrés, la levure va brûler et ça va tuer tous les petits champignons. Donc du coup, d'où le refroidissement. Le choix que j'ai fait sur le refroidissement à contre-courant, pour moi, c'était le plus rapide et j'avais le moins d'impact sur le risque d'infection. Parce qu'une bière, pour le brassage d'une bière, il faut faire très attention parce que la moindre bactérie peut tout mettre en l'air la bière et jeter 30 litres, ça serait dommage. Ça m'est déjà arrivé. Et ensuite, maintenant que notre mou est froid, on va pouvoir le transférer dans la seau de fermentation ou alors un fermenteur. Ce processus va prendre à peu près 2 semaines. Qu'est-ce qui va être fait dedans? En fait, la levure va manger le sucre qui a été fait pendant la cuisson du mou et qui va le transformer en CO2. Et ensuite, c'est ce qui va créer l'alcool. Quand il fait chaud, on a l'avantage, il faut vraiment maîtriser cette température. Quand il fait chaud, il faut vraiment trouver toutes les solutions possibles pour refroidir. Donc souvent, on met des refroidisseurs autour, ou alors pour chauffer, potentiellement, on peut prendre du Mérino. Non, c'est pas vrai. Et ensuite, on a une deuxième étape, ça sera l'embouteillage. C'est la partie qui est intéressante, qui est dure à maîtriser, parce qu'en fait, on va rajouter du sucre sur la deuxième fermentation qui va permettre de réalimenter la nourriture pour la levure, et c'est ce qui va créer les bulles. Donc si on met trop de sucre, ça explose. Et si on met pas assez de sucre, il n'y a pas de bulles. Donc c'est vraiment la partie chimique qui est très 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 dure à maîtriser. Et donc du coup, pourquoi brasser sa bière? Eh ben, il y a 3 raisons. La première, eh ben, c'est cool. C'est super intéressant. À chaque brassage, on en apprend tous les jours et il y a toujours du nouveau matériel à essayer. Par contre, ça coûte assez cher. Le deuxième, c'est très économique. Pour la recette que je vous ai fait, c'est à environ 2 € le litre. Donc, si on a 30 litres, ça fait un gros volume pour pas très cher et c'est très satisfaisant d'avoir sa bière pour ce prix-là. Et ensuite, on sait ce que contient la bière. Et oui, parce qu'en fait, les bières industrielles, tout le monde les consomme, mais sans savoir ce qu'il y a vraiment dedans. Donc, je vais vous montrer ça. En réalité, une bière artisanale, on peut constater qu'il y a la moitié à peu près de houblon, la moitié de malt. En revanche, sur la bière industrielle, on peut voir que certains ingrédients, notamment le houblon et le malt, est remplacé par du maïs et du riz parce que ça coûte moins cher, mais par contre, gustativement, c'est pas le même goût. Donc, pourquoi pas ne boire des bières artisanales? Ensuite, la question que tout le monde peut se poser, est-ce que c'est vraiment légal de brasser sa bière? Eh bien oui. Depuis le site du gouvernement, on peut constater que fabriquer sa bière est légal du moment que c'est pour la consommation personnelle. En revanche, est-ce que j'ai le droit de la vendre? Eh bien oui, pour la vendre, on a le droit, mais par contre, il y a quelques petites consignes. Il faut être entrepositaire agréé. Pour être entrepositaire agréé, il faut stocker au minimum, excusez-moi, 110 litres de bière. Sinon, on peut difficilement passer à travers parce que tout est contrôlé et on est obligé de se déclarer à la douane. Et ensuite, il nous faut la licence 3 qui permet de vendre à distance ou sur place des boissons alcoolisées inférieures à 10 degrés. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu des photos de l'activité. Donc voilà, ça c'est mon moulin à concassage. Ça peut prendre à peu près une bonne demi-heure s'il y a à peu près 100 kg de céréales à broyer. Ensuite, je vais vous présenter ma cuve de brassage, ensuite mon seau de fermentation sur la gauche, et puis mon refroidisseur à contre-courant que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'ai essayé sur le dernier mou et c'est très efficace.
Voilà, donc là, c'est la sortie de mon mou pour le refroidissement. Donc, je suis en train de le filtrer. Et ensuite, c'est la partie de droite, c'est quand je suis en train de faire le brassage pour bien homogénéiser mon mou. Ensuite, la préparation de l'embouteillage. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce qui est infection. Donc, en tout petit, normalement, il y a le petit produit qui permet de désinfecter toutes les bouteilles, tout mon matériel, notamment mon fourquet et le seau de fermentation avant de mettre le mou. Et ensuite, on a les bouteilles qui sont terminées. Je vous ai mis des petits extraits un peu sur la production. Et le deuxième, que je n'ai pas encore expliqué, c'est le barboteur. Le barboteur, en fait, c'est ce qu'on met sur le seau de fermentation qui permet de constater si le CO2 est bien généré via les levures. Et là, je vous présente un petit peu les étiquettes que j'ai pu créer pour faire ma bière. Donc, du coup, j'ai créé une blanche, une blonde, une ambrée et une triple. Et du coup, le rendu ressemble à ça. Et donc, du coup, je vous ai préparé un petit peu des bonus. Donc, c'est quelques petites histoires et des anecdotes sur la bière. La première, est-ce que vous savez que la bière, c'est la seconde boisson la plus populaire dans le monde après le thé? Bien évidemment, je ne cite pas l'eau, étant donné que ce n'est pas une boisson. Dans 9 pays, la bière coûte moins cher que l'eau. Et oui, ça arrive. Et pourtant, il faut de l'eau pour faire de la bière. À Londres, en 1814, une brasserie a cassé une de ses cuves et du coup a inondé Londres. Il y a eu 1,4 million de litres de bière, dont 7 morts par noyade. Barack Obama, durant son mandat, il a brassé de la bière dans la Maison Blanche. Et du coup, sa bière a été industrialisée. Elle s'appelle la White House, que vous pouvez acheter dans le commerce. En Russie, avant 2011, la bière n'était pas considérée comme l'alcool. Étant donné que c'était inférieur à 10 degrés, pour eux, c'était de l'eau. Ensuite, la bière la plus chère au monde, elle s'appelle la Antarctic Nail et elle coûte 1850 $. L'argent qui est récolté est reversé à l'association Sea Shepherd. Petit message pour Hugo. Ensuite, je vous présente la bière la plus forte au monde, actuellement recensée. Elle s'appelle la Venin du Serpent. Elle est à 67 degrés, mais le prix est à 90 €. Donc, c'est un budget. Et ensuite, pourquoi la Ninkasi s'appelle la Ninkasi? Et bien en fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans l'histoire, en Mésopotamie, les Sumériens avaient une déesse qui s'appelait la Ninkasi. C'était la déesse de la bière. Et pourquoi on a un phénix pour la Grimbergen? En réalité, la bière se faisait dans l'abbaye de Grimbergen et elle aurait été incendiée 3 fois en 700 ans. Donc du coup, les moines ont décidé, suite à les 3 reconstructions, de choisir l'emblème du phénix parce que ça renaît de ses cendres. Et ensuite, pour finir, l'origine de l'IPA. En réalité, c'est une bière qui a été faite par les Anglais qui avaient une colonie en Inde. Et suite au transport bateau naval, la bière ne se conservait pas. Donc du coup, ils ont fait le choix de rajouter du houblon. Le houblon est un conservateur naturel, d'où le côté très amer. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations sur le choix du matériel, si vous avez des conseils sur la recette, et si je peux donner un conseil, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est en brassant qu'en faisant des erreurs, du coup on apprend en brassant. Donc si on veut vraiment apprendre, il faut brasser. Merci. Merci Mathieu. Et du coup, je vois qu'on a déjà une question, très rapide, très véloce. À mon avis, tu t'y attends. Quand est-ce qu'on va goûter tout ça? Alors du coup, je parlais de la bière que j'ai faite. J'ai fait une Wizz blanche avec la recette que j'ai indiquée, que vous pouvez consulter sur le site. Actuellement, elle est en garde, ça s'appelle le seau de fermentation, qui normalement, je dois faire transvaser dans la bouteille normalement lundi. Donc du coup, il faut 2 semaines encore dans les bouteilles, donc ce ne sera pas avant 2 semaines. Voilà. Mais du coup, l'autre question, est-ce que tu as ta licence 3? Non, mais j'ai le droit de la consommer. Et vous aussi, du moment que je ne la revends pas. Bon, du coup, c'est bon, c'est parfait. Du coup, c'est bon. J'ai créé également aussi un HS brassage pour les gens qui aimeraient s'initier au brassage,
qui seraient peut-être tentés ou alors qui brassent déjà, qui aimeraient partager leur savoir ou poser des questions, il n'y a pas de souci. J'ai mis tous les liens aussi de ma conférence. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. Il y en a aussi en ligne? Il y a une question sur le chat d'une personne Anonyme, mais très compétente. Est-ce qu'on peut brasser son propre whisky? Est-ce qu'on peut faire de whisky ou d'autres alcools? Oui, alors par contre, vu que c'est l'alcool un peu plus fort, par contre, il va falloir le déclarer. Et là, c'est plus compliqué. Et je ne maîtrise pas ce sujet, étant donné que je fais que de la bière. Chacun son domaine. Je fais du pastis également, si vous voulez, mais c'est pas pareil. Merci pour la présentation. Moi, la question, c'est globalement, si on prend toutes les étapes, il faut à peu près combien de temps, du coup, pour faire ta bière, le moment où tu commences à le moment où tu peux la boire, quoi. Alors ça, c'était la question qui fâche, parce que j'en ai pas parlé, et c'est vrai qu'il fallait que j'en parle. En fait, il faut se préparer, ça prend une bonne journée si on ne maîtrise pas, parce qu'en fait, il y a toute la partie désinfection du matériel. Donc, il y a la cuve de brassage, qu'il faut la rincer une première fois, il faut faire un cycle de pompe, qui est très, très, très chiant à faire. Ensuite, il faut concasser tout son grain, il faut faire tous les temps de cuisson. Entre chaque étape que j'ai présentée, le concassage et compagnie, il faut redésinfecter son matériel. Donc, ça prend à peu près une bonne journée et c'est très, très, très salissant. Au cas où, il faut mettre des bâches partout. Voilà. Ouais, mais du coup, tu mets combien de temps, on va dire, quand tu te dis je vais faire une bière et quand est-ce que tu l'auras finalement dans ta bouteille prêt à être bu, quoi? Quand tu cumules tous les temps entre 15 jours en bouteille, le temps de fermentation, le temps de... D'accord, du coup, alors ça dépend le style de bière. Des gens aiment des bières, il y a des bières qui se gardent, c'est les bières belges qui font vieillir dans des fûts. Ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. Donc là, c'est plus de la bière industrielle, on va dire plus gros volume, c'est de l'artisanal quand même. Mais pour une bière comme je fais, c'est 2 semaines en fermentation dans le seau de fermentation et 2 semaines dans la bouteille. Donc après, il te faut une journée de brassage, il te faut environ 1 mois pour boire une bière. Et comme les gens confondent souvent une triple, qu'est-ce qu'une triple? Tout le monde va penser à une triple fermentation, et c'est faux. En réalité, c'est qu'on va rajouter 3 fois plus d'ingrédients pour avoir 3 fois plus d'alcool. Voilà, tout simplement. Et on a une dernière question du coup. Est-ce qu'elle est dans le chat? Alors déjà, il y a quelques devs de Belgique qui aimeraient bien goûter la bière, du coup. On les attend. T'as la pression, quoi. Et du coup, Géant qui te demande quand est-ce que tu as déjà eu des bouteilles qui explosent durant la fermentation? Pas encore, heureusement. Mais parce que j'ai l'effet inverse, c'est que mes bières sont pas assez pétillantes parce que je suis un peu frileux. Étant donné que je stocke ça en appartement sur un parquet, j'ai un peu peur de l'explosion, donc j'y vais en crescendo. Mais après, il y a des sites qui permettent de faire le calcul en fonction du volume brassé et la carbonisation choisie. Il y a un ratio qui est fait, il y a plein de sites qui le maîtrisent et ils vont dire exactement le sucre à rajouter dedans. Merci Mathieu. Un applaudissement pour lui, s'il vous plaît. Merci.